Pourquoi ne pas rester près des portes de la cuisine? Cela gardera les photos de famille propres, a ricané la mariée. Ma place? Prise par un inconnu. J'ai calmement pris mon cadeau de 10 000 € et suis parti. 3 jours de lune de miel plus tard, un clic. 168 appels manqués. Mon nom est Perrine. J'ai 29 ans et j'habite à Lyon depuis 10 ans. J'étais le compte en banque invisible qui permettait à ma famille de rester à flot. Mais l'instant où tout a basculé s'est produit en quelques secondes. C'était au mariage de mon frère Julien, à Lyon. La salle était pleine de fleurs blanches et de verres en cristal. Je me suis dirigé vers la table d'honneur, cherchant ma place. Clémence, la mariée, s'est interposée devant moi. Elle n'a pas souri. Elle a pointé un doigt manucuré vers l'arrière de la salle, juste à côté des portes battantes en métal par lesquelles les serveurs se précipitaient avec des plateaux de nourriture. L'odeur de graisse y était forte. « Tu ne peux pas t'asseoir avec nous, Perrine » a-t-elle dit, sa voix basse et froide. « Tu ne corresponds pas à l'esthétique. Tu ruinerais les photos. Tu peux rester là-bas, près des cuisines. » J'ai regardé Julien, mon frère, le garçon dont j'avais payé les dettes. Il m'a vu et a baissé les yeux sur son assiette. Il n'allait pas me sauver. Ma main s'est serrée autour de ma pochette. À l'intérieur se trouvait une enveloppe contenant un chèque de 10 000 €. C'était mon cadeau pour eux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fait demi-tour, suis sorti par la porte principale et j'ai emporté mon argent avec moi. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et de laisser un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Mon nom est Perrine. J'ai 29 ans. Les lourdes portes en bois de la salle se sont refermées derrière moi avec un clic doux et coûteux. C'était un bruit qui isolait la chaleur, la musique et l'odeur de l'agneau rôti. J'étais immédiatement seul dans le couloir. Mes talons claquaient sur le sol de marbre, un son solitaire et aigu qui résonnait sous les hauts plafonds. J'ai dépassé la jeune femme du vestiaire qui a levé les yeux de son téléphone et m'a lancé un regard confus. Je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas m'arrêter. Si je m'arrêtais, je risquais de faire demi-tour. Je risquais de m'excuser. J'aurais pu aller me tenir près des portes de la cuisine comme une bonne petite sœur et attendre qu'un serveur ait pitié de moi et me tende une coupe de champagne tiède. J'ai poussé les grandes portes vitrées et suis sorti dans la nuit lyonnaise. L'air était humide et froid. La pluie n'était pas forte, mais elle était constante. Cette bruine incessante qui vous transperce jusqu'aux os. Je n'avais pas de parapluie. Je n'ai pas couru. J'ai juste marché. J'ai laissé la pluie frapper mon visage. C'était réel. C'était mieux que la fausse chaleur à l'intérieur de cette salle. Ma voiture était garée sur le parking de débordement, loin du service de voiturier où les SUV de luxe et les berlines étaient alignés comme des insectes brillants. J'ai dépassé un Porsche Cayenne blanc, la voiture du père de Clémence. J'ai dépassé une Aston Martin vintage appartenant à l'un des investisseurs de Julien. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que le trottoir devienne fissuré et inégal, jusqu'à ce que les lampadaires soient faibles. Et là, elle était, ma Renault Clio grise. Elle avait 8 ans. Une tache de rouille commençait à apparaître sur le passage de roue arrière. Le pare-choc avait une bosse depuis qu'un caddie l'avait heurté il y a 3 ans. Je ne l'avais jamais fait réparer parce que la franchise était de 500 €. Et ce mois-là, Julien avait eu besoin de 500 € pour un dîner de réseautage afin d'impressionner des clients. Alors, j'ai conduit une voiture cabossée pour qu'il puisse acheter des steaks à des inconnus. J'ai déverrouillé la porte manuellement car la pile de la télécommande était morte 2 semaines auparavant. Je me suis glissé sur le siège du conducteur. Le tissu était froid et rigide. La voiture sentait le vieux café et les tapis de sol humides. J'ai jeté mon sac à main sur le siège passager. L'enveloppe, celle avec le chèque de 10 000 €, a glissé et est tombée sur le sol. Je l'ai fixé. 10 000 €. Ce bout de papier représentait 2 ans de ma vie. 2 ans à dire non. Non aux vacances. Non aux nouveaux vêtements. Non aux sorties entre collègues. Non à la réparation de ma voiture. Non à l'achat du bon shampoing. J'avais économisé chaque centime, le plaçant sur un compte d'épargne séparé que j'avais appelé au mariage Julien. Je voulais leur offrir quelque chose de formidable.
Je voulais être la sœur qui les aidait à commencer leur vie sans dette. J'ai démarré le moteur. Il a bégayé une seconde avant de prendre. J'ai allumé les essuie-glaces et les phares. Les faisceaux perçaient la pluie, illuminant l'asphalte mouillé. J'ai quitté le parking, mes pneus éclaboussant les flaques d'eau. Tandis que je m'engageais sur l'autoroute sombre, le silence de la voiture m'a enveloppé. Pas de musique, pas de voix, juste le bruit rythmique des essuie-glaces. Mon esprit a commencé à vagabonder. Il a dérivé loin du mariage, dans le passé. J'ai commencé à penser aux mathématiques. Ma vie était une série d'équations mathématiques qui n'étaient jamais équilibrées en ma faveur. J'ai regardé mes mains sur le volant. Elles étaient rêches. Je faisais mes propres ongles parce que les manucures coûtaient 30 €. Les ongles de Clémence étaient parfaits, longs et peints d'un rose poudré délicat. Qui a payé pour ça? Je me suis souvenu d'un mardi soir il y a 4 ans. J'avais 25 ans. Je travaillais comme analyste junior, gagnant un salaire décent mais vivant dans un studio pour économiser de l'argent. Mon téléphone a sonné à 23 heures. C'était ma mère. Sa voix était tendue, aiguë. Perrine, Dieu merci tu as répondu. C'est Julien. Il a des problèmes. Mon estomac s'était serré. Est-ce qu'il est blessé? Non, non, il y a eu un problème avec ses frais de scolarité. Il a oublié de déposer les documents pour sa bourse et la date limite est passée. S'il ne paie pas 4 000 € d'ici demain matin, ils vont l'exclure de ses cours. Il ne pourra pas obtenir son diplôme. Perrine, ça va ruiner son avenir. 4 000, ai-je murmuré. Maman, je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Tu as ton épargne, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Tu es toujours si doué avec l'argent. Tu économises tout. Julien n'est pas comme toi. C'est un visionnaire. Il n'est pas axé sur les détails. S'il te plaît, Perrine. On ne peut pas se le permettre en ce moment. L'assurance de la maison vient d'arriver à échéance. On te remboursera. Je te le promets. J'ai payé. Je suis allé à la banque le lendemain matin et j'ai viré l'argent. M'ont-ils remboursé? Julien m'a-t-il remercié? Non. Quand je l'ai vu à Noël, il a parlé de la difficulté de son semestre. Il n'a jamais mentionné le chèque. Il n'a jamais mentionné que j'avais mangé des nouilles instantanées pendant 3 mois pour reconstituer cette épargne. J'ai serré le volant plus fort. Mes jointures sont devenues blanches. La pluie tombait plus fort. Je me suis souvenu du lancement de l'entreprise. La start-up tech de Julien. Il avait une grande idée d'application. Il avait besoin de capital. Mon père a convoqué une réunion de famille. Nous nous sommes assis autour de la table à manger. C'est en acajou que je n'avais pas le droit de rayer. Nous devons soutenir Julien, a dit papa, me regardant. Il a besoin d'une caution pour le prêt commercial. La banque a besoin de quelqu'un avec un revenu stable et un bon score de crédit. C'est toi, Perrine. Pourquoi ne peux-tu pas le faire, papa, ai-je demandé. Mes actifs sont liés à la maison, a-t-il dit rapidement. Et le crédit de ta mère est, eh bien, tu sais. Tu es la seule, Perrine. Si tu ne signes pas, le rêve meurt. Veux-tu être la raison de l'échec de ton frère? La culpabilité. C'était toujours l'arme de prédilection. Veux-tu être la raison de son échec? Alors, j'ai signé. J'ai mis mon nom sur un prêt de 50 000 €. Je suis devenu la caution. J'ai risqué mon avenir financier pour le rêve de Julien. Et qu'ai-je obtenu? J'ai obtenu d'être la comptable invisible. Je gérais les livres de compte parce que Julien détestait les chiffres. J'ai vu les dépenses. J'ai vu les dîners clients qui coûtaient 600 €. J'ai vu les fournitures de bureau qui étaient en fait de nouveaux iPads pour lui et ses amis. Chaque fois que j'en parlais, il levait les yeux au ciel. Détends-toi, Perrine. Il faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Tu as une mentalité de pénurie. C'est pour ça que tu n'es qu'analyste et que je suis PDG. Une mentalité de pénurie. J'ai ri à voix haute dans la voiture vide. C'était un son sec et dur. J'avais une mentalité de pénurie parce que j'étais celle qui fournissait l'abondance pour tout le monde. J'étais le puits où il puisait de l'eau,
sans jamais demander si le puits s'asséchait. J'ai regardé dans le rétroviseur. Mes yeux semblaient fatigués. Il y avait des cernes sous eux. J'avais 29 ans, mais ce soir, je me sentais 50. J'ai quitté l'autoroute et je me suis dirigé vers mon quartier. Les maisons se faisaient plus petites. Les pelouses plus clairsemées. Je vivais dans un complexe appelé Les Tilleuls, un joli nom pour un bloc d'immeubles en béton beige près de la zone industrielle. J'ai garé ma voiture sur ma place attitrée. J'ai pris mon sac à main et l'enveloppe sur le sol. J'ai monté les 3 volets d'escalier en béton. La lumière dans le couloir vacillait, bourdonnant comme une mouche piégée. La moquette sentait la laine humide et la cuisine brûlée de quelqu'un. J'ai déverrouillé ma porte et suis entré. Mon appartement était petit, 55 mètres carrés. Le salon était aussi la salle à manger. Mes meubles étaient simples. Un canapé gris que j'avais acheté en solde. Une petite bibliothèque. Un meuble TV que j'avais monté moi-même. C'était propre. C'était bien rangé, mais c'était la maison de quelqu'un qui avait peur de dépenser de l'argent. Je suis allé dans la cuisine. Les comptoirs étaient en stratifié, se décollant légèrement sur les bords. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir. J'ai regardé mon petit royaume sombre. Puis j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la maison de mes parents. Les comptoirs en granit, les appareils électroménagers en acier inoxydable, la cave à vin. J'ai imaginé l'appartement de Julien en centre-ville, les baies vitrées, la brique apparente, la machine à expresso qui coûtait plus cher que ma voiture. Comment cela est-il arrivé? C'est arrivé parce que je l'ai permis. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai allumé la lumière. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu une femme portant une robe qui avait 2 ans. J'ai vu des cheveux que je coupais moi-même pour économiser 50 €. J'ai vu un visage simple, sans fard, parce que le maquillage était une dépense inutile. J'étais la poutre de soutien au sous-sol. Je soutenais toute la structure, enterrée dans l'obscurité, pendant qu'ils faisaient la fête sur le toit. Ils dansaient, buvaient et riaient au soleil. Et ils n'ont jamais pensé à la poutre qui gémissait sous leur poids. Et ce soir, la poutre avait cédé. J'ai fini, ai-je murmuré au miroir. J'ai fini de payer pour la fête à laquelle je ne suis pas invité. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Le choc m'a fait du bien. Ça m'a réveillé. Je n'étais plus seulement la sœur. Je n'étais plus seulement la fille. J'étais l'investisseuse. Et je venais de réaliser que cet investissement était une arnaque. Je suis retourné dans le salon. Je ne me suis pas assise sur le canapé. J'ai tiré une chaise en bois dur jusqu'à ma petite table à manger. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait en bleu dans la pièce sombre. C'était la seule lumière. Il était temps de regarder les comptes. Il était temps de voir exactement combien cette famille coûtait. Le ventilateur de mon ordinateur s'est mis en marche, un bourdonnement léger dans l'appartement silencieux. J'ai tapé mon mot de passe. Mes doigts étaient fermes maintenant. Les tremblements avaient cessé. Une concentration froide et clinique avait pris le dessus. J'ai navigué vers le site web de la banque. J'avais les identifiants de connexion pour Horizontech, l'entreprise de Julien. J'étais la caution, l'épine dorsale financière, donc techniquement j'avais un accès administrateur. Julien a probablement supposé que je ne l'utiliserais jamais. Il pensait que j'étais trop polie, trop confiante, ou peut-être juste trop stupide pour vérifier. Il pensait que je signais simplement les papiers et que je détournais le regard. Pendant des années, c'est exactement ce que j'ai fait. Je leur ai fait confiance. J'ai tapé le nom d'utilisateur, Horizon Admin. J'ai tapé le mot de passe, Empire d'huile de Rhône. Typique de Julien. Il pensait qu'il bâtissait un empire. Le tableau de bord s'est chargé. L'interface bleue et blanche du portail bancaire d'entreprise a rempli l'écran. La première chose que j'ai remarquée était le solde du compte d'exploitation principal. 42 300 €. J'ai cligné des yeux. C'était élevé. La dernière fois que Julien m'avait demandé de l'argent, il y a 3 semaines, il m'avait dit que le compte était à découvert. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas payer les frais d'hébergement du serveur. Il m'avait supplié de lui transférer 2000 €. J'avais transféré cet argent depuis mon fonds d'urgence. Il avait menti.
J'ai senti un picotement froid dans la nuque. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. J'ai réglé le filtre sur les 90 derniers jours. La liste s'est remplie. Des centaines de lignes de texte. J'ai commencé à lire. Je m'attendais à voir des dépenses d'entreprise, des coûts de serveur, des licences logicielles, des paiements de pigistes, peut-être un loyer de bureau. Au lieu de cela, j'ai vu une liste de courses pour les vacances d'un millionnaire. 12 mai, la suite nuptiale Lyon, 4 500 €. 14 mai, fleurs luxueuses et design d'événements, 8 200 €. 15 mai, voiture de collection Lyon, 1 200 €. 18 mai, acheteur personnel printemps, 3 400 €. Mon souffle s'est coupé. Je me suis penché plus près de l'écran. Il payait le mariage avec le prêt commercial, le prêt que j'avais garanti. Si l'entreprise échouait, s'il ne pouvait pas le rembourser, la banque ne s'en prendrait pas à Julien. Il n'avait pas d'actifs. Il s'en prendrait à moi. Il saisirait mon salaire. Il ruinerait mon score de crédit. J'étais en train de financer leur fête. J'ai continué à faire défiler. C'est devenu pire. 1er juin, prépaiement resort aux Seychelles, 15 000 €. 2 juin, Émirats première classe X2, 18 000 €. J'ai eu la nausée. J'ai mis une main sur ma bouche. 18 000 € pour des billets d'avion. Je conduisais une voiture qui valait moins qu'un de ces billets. J'achetais du pain générique pour économiser 50 centimes, et il s'envolait en première classe pour les Seychelles grâce à mon crédit. La colère a commencé à monter, chaude et suffocante. Mais je l'ai refoulée. J'avais besoin de tout voir. J'ai cliqué sur l'onglet prêt. C'était le plus gros. Le prêt de capital de démarrage, 50 000 €. Au cours des 2 dernières années, j'avais envoyé à Julien 800 € par mois pour l'aider à payer ce prêt. Il m'avait dit que le taux d'intérêt était variable et qu'il avait grimpé. Il m'avait dit que l'entreprise ne faisait pas encore assez de bénéfices pour couvrir le paiement mensuel complet. Il m'envoyait des SMS. Salut Serette, c'est serré ce mois-ci. Peux-tu envoyer les 800 €? Je ne veux pas que la banque t'appelle. C'était une menace déguisée en supplique. Ne veux pas que la banque t'appelle. Alors, j'ai payé chaque mois. Je l'ai traité comme une facture. Loyer, électricité, prêt de Julien. J'ai regardé le statut du prêt sur l'écran. Numéro d'identification du prêt 88 392 B. Statut, clos payé intégralement. Date de clôture, 12 décembre, il y a 6 mois. La pièce est devenue absolument silencieuse. Le bourdonnement du réfrigérateur a semblé s'arrêter. La pluie à l'extérieur a semblé s'arrêter. Payé intégralement il y a 6 mois. J'ai fixé la date, le 12 décembre. Cela signifiait que pour janvier, février, mars, avril, mai et juin, j'avais envoyé à Julien 800 € par mois pour une dette qui n'existait pas, soit 4 800 €. Il m'avait volé près de 5 000 € en espèces, en plus des dizaines de milliers d'euros de dépenses frauduleuses sur la carte. J'ai ouvert un nouvel onglet et je me suis connecté à mon propre compte bancaire. J'ai affiché les virements. Ils étaient là. Virement à Julien Miller, 800 €. Virement à Julien Miller, 800 €. Je suis retourné au compte de l'entreprise. J'ai cherché les virements entrants. Il n'y en avait aucun de ma part. J'ai cherché les montants de 800 €. Je les ai trouvés dans les virements du compte personnel de Julien, qui était lié pour la protection contre les découverts. Il prenait mon argent, le mettait sur son compte chèque personnel et le dépensait. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une mauvaise tenue de livre. C'était du vol. Mon frère me volait. Mes parents, qui savaient que le prêt était remboursé sûrement parce qu'ils se vantaient du succès de l'entreprise, l'ont laissé faire. Je me suis assise sur ma chaise en bois dur. Je me sentais engourdi. Toutes ces fois où j'étais assise au dîner de famille. Toutes ces fois où j'ai écouté Clémence parler de leurs difficultés à planifier le mariage. Toutes ces fois où mon père m'a dit que je devais être plus généreuse. Il se moquait de moi. Il devait l'être. Comment ne pas l'être? J'étais l'idiot utile. J'étais l'oie aux œufs d'or qui pondait chaque fois qu'on le lui demandait, et il n'avait même pas à me nourrir. J'ai regardé la porte de la cuisine où Clémence m'avait banni.
Tu ruinerais l'esthétique. C'était la chose la plus vraie qu'elle ait jamais dite. Je ruinais l'esthétique parce que j'étais la réalité. J'étais le coût. J'étais la main-d'œuvre. Et personne ne veut voir la main-d'œuvre lorsqu'il profite du luxe. J'ai regardé à nouveau l'écran de l'ordinateur portable. Les chiffres étaient nets et noirs. 42 300 € de crédit disponible. Caution, Perrine Miller. Je n'étais pas une sœur. Je n'étais pas une fille. J'étais un service public, comme l'électricité. Comme l'eau. Et que se passe-t-il lorsque vous ne payez pas votre facture de service public? Que se passe-t-il lorsque vous volez de l'électricité? Les lumières s'éteignent. J'ai tendu la main et touché l'écran, traçant la ligne qui disait de payer intégralement. Ma tristesse s'est évaporée. Le chagrin que j'avais ressenti dans la voiture avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de froid, de dur et d'incroyablement aiguisé. Je ne voulais pas d'excuses. Je ne voulais pas qu'ils disent pardon. Les excuses sont des mots. Les mots sont gratuits. Ma famille n'accordait pas de valeur aux choses gratuites. Ils n'accordaient de la valeur qu'à l'argent. Alors, j'allais leur parler dans la seule langue qu'ils comprenaient. J'allais les auditer. J'ai déplacé ma souris vers l'onglet Paramètres. J'ai cliqué sur Contrôle de caution. Mon cœur ne battait plus la chamade. Il battait lentement et régulièrement, comme un tambour de guerre. D'accord, ai-je dit à la pièce vide. Voyons combien vous aimez vraiment l'esthétique quand vous devez la payer. Je me suis préparé à cliquer. L'écran de l'ordinateur portable était la seule source de lumière dans mon appartement sombre. La lueur bleue illuminait mon visage, projetant des ombres dans le creux de mes yeux. J'étais parfaitement immobile. La pluie dehors s'était transformée en tempête, fouettant la mince vitre de la fenêtre. Mais à l'intérieur, tout était calme. Je fixais le panneau des contrôles de caution. C'était une page simple, juste quelques lignes de texte et quelques interrupteurs. Cela semblait si ennuyeux pour quelque chose d'aussi destructeur. Caution principale, Perrine Miller, statut de responsabilité, 100%, droits administratifs, complet. Sous mon nom, il y avait une section intitulée Autorisation et sécurité. Et là, en texte rouge, se trouvait le lien « Révoquer le statut de caution et geler les lignes de crédit ». J'ai survolé le curseur de la souris. La petite flèche blanche s'est transformée en main pointant. Mon cerveau a commencé à me jouer des tours. C'était l'ancienne programmation. La programmation de la bonne sœur. Ne fais pas ça, Perrine. C'est la semaine de son mariage. C'est cruel. C'est ton frère. Il a fait une erreur. Maman et papa seront dévastés. Tu vas détruire la famille. J'ai marqué une pause. Ma main a hésité. J'ai pensé à Noël dernier. J'avais offert des cadeaux réfléchis à tout le monde. J'ai acheté à maman une écharpe en cachemire qu'elle voulait. J'ai acheté à papa un tourne-disque vintage. J'ai acheté à Julien une montre connectée. Il m'avait donné une carte cadeau pour une épicerie. On sait que tu aimes cuisiner, avait dit maman, souriant de ce sourire serré et dédaigneux. Et on sait que l'argent est serré pour toi. L'argent était serré parce que je payais leurs factures. J'ai pensé à l'exil de la porte de la cuisine ce soir. La façon dont Clémence m'a regardé comme si j'étais un déchet, comme si j'étais une tache sur sa parfaite nappe blanche. Tu ne corresponds pas à l'esthétique. Mon doigt a tressailli sur le pavé tactile. Ce n'est pas moi qui détruis cette famille, ai-je dit à voix haute. Ma voix était ferme. J'arrête juste les subventions. J'ai appuyé. Clic. Une fenêtre pop-up est apparue au centre de l'écran. C'était un avertissement avec un triangle jaune. Avertissement, action de révocation du statut de caution. Gel immédiat de la facilité de crédit numéro 88 392. Conséquence, toutes les cartes associées seront refusées. Tous les paiements récurrents hébergement de serveurs, paiements aux fournisseurs seront immédiatement interrompus. La banque émettra une demande de paiement intégrale à l'entité commerciale principale. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Il y avait 2 boutons, annuler et confirmer. J'ai regardé le mot confirmer. Si je cliquais, les cartes de crédit de Julien, celles qui payaient actuellement le champagne à Lyon et la villa aux Seychelles, cesseraient de fonctionner.
Les serveurs hébergeant son application essaieraient de débiter la carte demain matin pour les frais mensuels. La charge serait rejetée. La société d'hébergement, Amazon Web Services, AWS, ne plaisante pas. Ils éteindraient les serveurs en quelques heures. Son site web deviendrait noir. Son application planterait. Ses investisseurs recevraient des erreurs de service indisponibles. C'était l'option nucléaire. Mais ensuite, j'ai regardé l'onglet que j'avais toujours ouvert en arrière-plan. Prépayé intégralement. 12 décembre. Virement à Julien Miller. 800 €. Il m'a volé. Il m'a regardé dans les yeux et m'a volé mois après mois. Il n'a pas fait une erreur. Il a fait un choix. J'ai déplacé le curseur sur confirmer. Je n'ai pas claqué le bouton. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste appliqué une légère pression avec mon index. Clic. L'écran est devenu blanc pendant une seconde pendant le traitement. Puis une bannière verte est apparue en haut de la page. Succès. Statut de caution révoqué. Actif gelé. Notifications envoyées. C'était fait. Je suis resté assise, attendant de me sentir mal. Attendant la panique. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, je me suis senti propre. Je n'avais pas encore fini. J'ai navigué vers le compte d'hébergement de serveur. J'avais aussi ses identifiants parce que j'avais configuré le compte quand Julien était trop occupé à réseauter. Je me suis connecté. Statut de facturation, actif. Méthode de paiement, visa d'entreprise se terminant par 4490. J'ai cliqué sur modifier la méthode de paiement. J'ai supprimé la carte. Puis je suis allé à l'accès administrateur. J'ai vu l'email de Julien répertorié comme administrateur. J'ai vu l'email de Clémence répertorié comme visionneuse et le mien comme utilisateur route. J'ai cliqué sur le nom de Julien. Supprimer l'utilisateur. Clic. J'ai cliqué sur le nom de Clémence. Supprimer l'utilisateur. Clic. J'ai changé le mot de passe route pour une chaîne aléatoire de 20 caractères que j'ai noté sur un post-it. Maintenant, même s'ils voulaient se connecter pour mettre à jour la méthode de paiement, ils ne pouvaient pas. Ils étaient enfermés hors de leur propre entreprise. La seule personne qui pouvait rallumer les lumières, c'était moi. J'ai fermé l'onglet du navigateur. Je me suis assise et j'ai expiré. Une longue, profonde respiration qui a vidé mes poumons. J'ai regardé mon téléphone sur la table. Il était silencieux. Il était 1h du matin, dimanche. Les ordinateurs de la banque se parlaient maintenant. Les signaux voyageaient à travers les câbles de fibre optique. Le gel se propageait dans le système. Quelque part dans une base de données, un interrupteur avait basculé. La carte de crédit dans le portefeuille de Julien, celle qu'il utilisait probablement en ce moment pour acheter une tournée de boissons pour ses garçons d'honneur, n'était plus qu'un morceau de plastique. J'ai pris mon téléphone. Je ne les ai pas bloqués. Non, je voulais voir. Je voulais voir le moment où il réaliserait que le distributeur était fermé. Je suis allé à la cuisine et j'ai versé le reste du café froid dans l'évier. J'ai lavé la tasse. Je l'ai essuyé. Je l'ai rangé dans le placard. Je suis allé dans ma chambre. J'ai enlevé la robe que j'avais portée au mariage. Je l'ai suspendue soigneusement. J'ai mis mon pyjama, un vieux pantalon en flanelle et un t-shirt doux. Je me suis glissé dans mon lit et j'ai remonté la couette jusqu'à mon menton. La pluie battait toujours contre la fenêtre, mais maintenant, cela ressemblait à des applaudissements. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois en 10 ans, je ne m'inquiétais pas pour l'argent, car pour la première fois en 10 ans, je ne le dépensais pas pour eux. Le lendemain matin, dimanche, je me suis réveillé à 7 heures. Mon horloge interne ne me laissait pas dormir tard. Même le week-end, la tempête était passée. Le ciel à l'extérieur était d'un gris plat, couleur de contusion. Je suis resté longtemps au lit, fixant le plafond. C'est la partie où j'aurais dû paniquer. Le regret du lendemain matin. Habituellement, lorsque je tenais tête, ce qui était rare, je faisais immédiatement marche arrière. Je m'excusais. Je réparais. Oh, pardon de ne pas pouvoir te prêter l'argent, papa. Tiens, je vais m'arranger. Pardon de ne pas pouvoir rester tard pour aider,
Julien. J'arrive tout de suite. J'étais conditionné à arranger les choses. J'étais la réparatrice. Mais en restant allongé là, enveloppé dans ma couette bon marché, j'ai analysé ce sentiment. Pourquoi est-ce que j'arrangeais toujours les choses? Ce n'était pas de l'amour. Je le réalisais maintenant. Si c'était de l'amour, je ressentirais de la chaleur. Je ressentirais un lien. Ce que je ressentais, c'était de l'obligation et de la peur. La peur que si j'arrêtais de payer, ils arrêteraient de faire semblant de s'intéresser. Je me suis assise et j'ai balancé mes jambes hors du lit. J'ai commencé à penser à l'erreur des coûts irrécupérables. Je l'utilise tout le temps dans mon travail. C'est un terme commercial. Il décrit la tendance à continuer d'investir dans un projet perdant parce que vous avez déjà tant investi. Vous pensez, je ne peux pas abandonner maintenant. J'ai déjà dépensé 1 million d'euros. Je dois faire en sorte que ça marche. Alors, vous dépensez un autre million et vous le perdez aussi. Je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à faire du café. Le rituel était apaisant. Moudre les grains. Faire bouillir l'eau. Verser. J'ai pensé aux investissements que j'avais faits dans ma famille. Investissement 1, travail émotionnel. J'ai écouté ma mère se plaindre de mon père pendant des heures. J'ai aidé Clémence à planifier les couleurs de son mariage lorsque ses demoiselles d'honneur se sont défilées. J'ai écrit le plan d'affaires de Julien parce qu'il ne pouvait pas se concentrer. Investissement 2, capital financier, les frais de scolarité, les réparations de voitures, le prêt commercial, les prêts qui n'ont jamais été remboursés, le cadeau de mariage que j'ai failli leur donner. Investissement 3, loyauté. Je suis resté à Lyon au lieu de prendre un emploi à Paris parce que la famille a besoin de toi. J'ai sauté des vacances pour être disponible pour leur crise. Et quel était le retour sur investissement, RSI? J'ai regardé autour de ma cuisine. Le RSI était un siège près de la porte de la cuisine. Le RSI était d'être menti sur le remboursement d'un prêt. Le RSI était d'être moqué derrière mon dos. Le projet était un échec. Ma famille était une start-up ratée et j'avais été l'investisseur providentiel qui la maintenait sous assistance respiratoire pendant une décennie. Si c'était une entreprise, j'aurais coupé mes pertes il y a 5 ans. J'aurais liquidé les actifs et je serais parti. Mais parce que c'était la famille, j'ai continué à verser de l'argent dans le trou noir. J'ai pris mon café près de la fenêtre. J'ai réalisé que je n'avais pas affaire à des dynamiques familiales. J'avais affaire à une relation parasitaire. Un parasite ne déteste pas son hôte. Le parasite a besoin de l'hôte. Julien ne me détestait pas. Il avait besoin de moi, mais il ne me respectait pas. Vous ne respectez pas la chose dont vous vous nourrissez. Vous vous attendez juste qu'elle soit là. J'ai siroté le café chaud. Je ne suis plus l'hôte, ai-je dit doucement. J'étais le scalpel. J'étais en train de les couper. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Une seule courte vibration. Je me suis retourné et je l'ai regardé. L'écran s'est allumé. Message texte de Julien. Hey, carte refusée au petit déjeuner de l'hôtel. Bizarre. Peux-tu vérifier la connexion à la banque? Probablement juste un déclencheur de fraude ou quelque chose. Répare ça dès que possible. Clémence est agacée. J'ai fixé le message. Répare ça dès que possible. Pas bonjour. Pas désolé pour hier soir. Pas est-ce que tu vas bien? Juste répare ça. Et Clémence est agacée. Il ne savait pas encore. Il pensait que c'était un pépin. Il pensait que j'étais toujours son employé. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, une autre vibration. Message texte de Julien. Perrine, réponds-moi. La carte est morte. J'ai aussi essayé l'autre. Embarrassant. Connecte-toi et lève le blocage. J'ai pris une autre gorgée de café. C'était délicieux. 10 minutes plus tard, le téléphone a commencé à sonner. Appel entrant. Papa. J'ai laissé sonner. J'ai regardé le nom clignoter à l'écran. Papa. L'homme qui m'a dit de signer le prêt parce que j'étais la responsable. L'homme qui m'a regardé conduire une voiture cabossée pendant qu'il buvait du vin à 60 €. La sonnerie s'est arrêtée.
Puis elle a recommencé immédiatement. Appel entrant. Julien. Il paniquait maintenant. La note du petit déjeuner était là et son plastique était inutile. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas répondu. J'ai appuyé sur le bouton de silence et je l'ai posé face contre table. Je n'allais pas me disputer avec eux. Je n'allais pas m'expliquer. J'avais déjà parlé. Mon langage était la bannière autorisation révoquée. Je suis allé à mon placard et j'ai sorti un jean et un pull. Je me suis habillé lentement. J'avais un plan pour aujourd'hui. J'allais aller dans une librairie. J'allais acheter un livre relié, neuf, à plein prix. Puis j'allais dans un joli café, commander un déjeuner chic, et lire. J'allais dépenser 50 € pour moi, et ce serait le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. En sortant, le téléphone vibrait à nouveau. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Laissez-les sonner. La banque est fermée. Il a fallu exactement 3 jours pour que la réalité les frappe. Je suis allé travailler lundi matin comme un fantôme. Je me suis assise dans mon bureau, j'ai répondu aux emails et j'ai mis à jour des feuilles de calcul pour mon vrai travail. Mes collègues m'ont demandé comment était le mariage. C'était charmant, ai-je dit. Les fleurs étaient magnifiques. Je ne leur ai pas dit que j'avais été exilé aux portes de la cuisine. Je ne leur ai pas dit que j'étais parti avant que la salade ne soit servie. J'ai juste fait mon travail. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme, comme l'œil d'un ouragan. Je savais que la tempête tournait autour de moi, mais à l'intérieur de mon petit rayon de silence, l'air était immobile. Mon téléphone était dans le tiroir de mon bureau. J'avais coupé la sonnerie, mais j'avais laissé la vibration. BZZT BZZT BZZT. Il vibrait contre le bois du tiroir toutes les quelques minutes. C'était comme un insecte piégé. Je ne les regardais qu'à l'heure du déjeuner. Quand j'ai finalement ouvert le tiroir et déverrouillé l'écran, j'ai vu la chronologie de leur effondrement. Cela a commencé par la confusion. Lundi 9h, heure de Lyon, lundi 22h, heure des Seychelles. Julien, hey, j'essaie d'obtenir la surclassement de la villa. Carte refusée. Appelle la banque. Ils ont dit que le compte était gelé. Appelle les ASAP. C'est humiliant. Julien, Perrine. Tu reçois ces messages? Le concierge nous regarde fixement. Julien, j'essaie l'Amex d'entreprise aussi. Refusé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mangé mon sandwich. C'était un club au dindon que j'avais fait à la maison. Il était bon. J'ai pris une bouchée et j'ai lu la vague suivante. Lundi, 10h30. Clémence, Perrine, ce n'est pas drôle. On est en lune de miel. Julien panique. Répare ça maintenant. Clémence, mon père demande pourquoi on ne peut pas payer le transfert en hydravion. Ne nous fais pas passer pour des minables devant ma famille. Je les ai imaginés. Ils étaient dans l'un des plus beaux endroits du monde. Eau turquoise, sable blanc, et ils se tenaient à un bureau de réception, en sueur, se disputant avec un directeur d'hôtel poli qui leur disait que leur crédit n'était pas bon. J'ai imaginé le visage de Julien. Il serait rouge. Il vociférerait, essayant d'utiliser sa voix de PDG. Savez-vous qui je suis? Il doit y avoir une erreur dans votre système. Mais le système n'était pas en panne. Le système fonctionnait parfaitement. Pour la première fois, le système reflétait réellement la vérité. Il n'avait pas d'argent. J'ai fait défiler. Le ton a changé vers midi. Lundi, 12h45. Papa, Perrine, décroche. Julien vient de m'appeler via Wi-Fi. Il dit que toutes les cartes sont mortes. Il dit que tu as bloqué les comptes. Dis-moi que c'est une erreur. Papa, nous sommes une famille. On ne joue pas à ces jeux avec la famille. Papa, arrête d'être dramatique. Je sais que tu étais contrarié par le plan de table, mais c'est puéril. Rallume les cartes. On pourra parler de tes sentiments quand ils reviendront. Parler de mes sentiments. Cette phrase m'a fait arrêter de mâcher. Pendant 29 ans, personne ne s'est soucié de mes sentiments. Mes sentiments étaient des choses à gérer, à réprimer ou à ignorer. Si j'étais triste, j'étais trop sensible. Si j'étais en colère,
j'étais difficile. Si j'étais fier d'une réalisation, je me vantais. Mais maintenant, soudain, mes sentiments importaient. Pourquoi? Parce que mes sentiments avaient une étiquette de prix attachée à eux. J'ai remis le téléphone dans le tiroir. Je n'ai pas répondu. Je suis retourné au travail. Mardi, les SMS s'étaient transformés en menaces. Mardi, 8 heures. Julien, tu te rends compte que tu es en train de tuer l'entreprise, n'est-ce pas? Les frais d'hébergement du serveur sont dus demain. Si cette carte ne fonctionne pas, l'application s'arrête. Tu détruis ma subsistance à cause d'un plan de table. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que c'était à cause d'une chaise. Il pensait que c'était une crise de colère. Il ne réalisait pas que c'était un audit. Je suis rentré chez moi mardi soir. Mon appartement était calme. Je me suis assise sur mon canapé avec une tasse de thé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mais pas pour réparer quoi que ce soit. Je l'ai ouvert pour observer. Je me suis connecté à mon email personnel. J'avais configuré des alertes pour les comptes de l'entreprise il y a des années. Alerte. Paiement de facturation AWS échoué. Alerte. Paiement Google Workspace échoué. Alerte. Paiement Slack Enterprise échoué. Les dominos tombaient. J'ai siroté mon thé. Puis mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je l'ai fixé. Habituellement, quand maman appelait, je sentais un nœud d'anxiété. Qu'est-ce que j'ai mal fait? De quoi ont-ils besoin? Aujourd'hui, je n'ai ressenti que de la curiosité. J'ai répondu. Allô, Perrine. Sa voix était stridente. Elle pleurait. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça à ton frère? Il est bloqué. Il ne peut même pas acheter à dîner. Il a un billet de retour, ai-je dit calmement. Et je suis sûr que Clémence a une carte de crédit. Ce n'est pas la question, a-t-elle crié. C'est l'homme. Il est censé subvenir aux besoins. Tu l'humilies. Le père de Clémence a dû payer leur dîner hier soir. Julien est dévasté. Il pleure. Perrine, ton frère pleure. J'ai pleuré samedi soir, ai-je dit. Sur le parking. Oh, arrête, a-t-elle claqué. Les larmes ont disparu instantanément, remplacées par la colère. C'est à cause d'un siège. Un stupide siège. Tu ruines sa vie parce que tu as une faible estime de toi. Grandis, Perrine. Tu es égoïste. Tu as toujours été jalouse de lui. Jalouse, ai-je demandé. Jalouse qu'il prenne des risques. Jalouse qu'il ait de grands rêves. Tu es heureuse avec ta petite vie, ton petit appartement, ton petit travail. Mais tu ne supportes pas de le voir briller. Tu veux le tirer vers le bas, à ton niveau. J'ai écouté ces mots. Ils étaient conçus pour blesser. Ils étaient conçus pour me faire sentir petite, mais ils n'ont pas fonctionné. Maman, ai-je dit, ma voix était ferme. Je ne suis pas jalouse. Je suis fauchée, ou je l'étais jusqu'à samedi. De quoi parles-tu? J'ai vu les comptes. J'ai vu le remboursement du prêt. Je sais qu'il a remboursé le prêt bancaire il y a 6 mois et qu'il a continué à prendre mon argent. Je sais qu'il a dépensé 20 000 € de l'argent de l'entreprise pour ses vacances. Il y a eu un silence de l'autre côté, un long silence pesant. Il allait te rembourser, a-t-elle balbutié. C'était un prêt-relais. Les entreprises ont des problèmes de trésorerie. Ce n'était pas une dépense d'entreprise, maman. C'était une lune de miel. Et le prêt que je payais n'était pas un prêt-relais. C'était un prêt fantôme. C'était de la fraude. N'utilise pas ce mot, a-t-elle sifflé. C'est ton frère. C'est un voleur, ai-je dit. Et tu es sa complice. Si tu ne répares pas ça, a-t-elle dit, sa voix baissant à un ton bas et dangereux. Ne te donne pas la peine de venir à Thanksgiving. Ne te donne pas la peine de venir à Noël. Tu seras morte pour nous. J'ai regardé autour de mon appartement calme. J'ai regardé la pluie contre la fenêtre. J'ai pensé à Thanksgiving. Moi dans la cuisine à cuisiner pendant 12 heures pendant qu'il regardait le football. Moi faisant la vaisselle pendant qu'il mangeait de la tarte.
Moi les écoutant se vanter du succès de Julien. D'accord, ai-je dit. Quoi? D'accord, ai-je répété. Je ne viendrai pas. Tu bluffes. Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as personne. Je mets, ai-je dit. Et j'ai mon argent. J'ai raccroché. Je suis resté assise là pendant un long moment, tenant le téléphone. Ma main tremblait légèrement, mais pas de peur, d'adrénaline. Je l'avais fait. J'avais dit la chose que je n'étais jamais censé dire. J'ai vérifié mon email à nouveau. Alerte. Notification de suspension de serveur Horizontech. Les lumières s'éteignaient aux Seychelles. Les lumières s'éteignaient à Lyon. Et pour la première fois de ma vie, je ne me précipitais pas pour trouver une lampe de poche. J'étais juste assise dans l'obscurité, profitant de la paix. Mercredi est arrivé. Le silence de mon téléphone était plus lourd maintenant. Ils avaient arrêté les SMS frénétiques. Maintenant, ils se regroupaient. Ils parlaient probablement à des avocats. Ou peut-être attendaient-ils juste que je craque. J'ai pris un jour de congé personnel du travail. J'avais besoin de réfléchir. J'ai conduit jusqu'à un parc au bord de l'eau. La pluie s'était arrêtée et le soleil essayait de percer les nuages gris. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé les ferries traverser le lac. J'ai commencé à penser au terme enfant de verre. J'en avais lu un jour dans un article. Il fait référence à un frère ou une sœur d'un enfant qui exige beaucoup d'attention, généralement en raison d'une maladie ou d'un handicap. Les parents regardent à travers l'enfant en bonne santé pour s'occuper de celui qui est dans le besoin. L'enfant en bonne santé devient fait de verre, présent mais invisible. Mais dans ma famille, Julien n'était pas malade. Il n'était pas handicapé. Il était juste bruyant. Il était exigeant. Il était le protagoniste. Depuis que nous étions enfants, Julien était le personnage principal. Si Julien obtenait un C en maths, ils engageaient un tuteur et lui promettaient une récompense s'il obtenait un B. Si j'obtenais un A en maths, ils disaient, c'est bien, Perrine. On n'a pas à s'inquiéter pour toi. On n'a pas à s'inquiéter pour toi. C'était le mantra de mon enfance. Je me suis souvenu de mon 10e anniversaire. Julien avait un match de football le même jour, il a perdu. Il pleurait dans la voiture. Mes parents ont passé tout le trajet à le réconforter, à lui acheter une glace pour qu'il se sente mieux. Nous avons mangé la glace. Personne n'a mentionné que c'était mon anniversaire avant que nous arrivions à la maison. Et j'ai demandé si nous pouvions avoir un gâteau. Oh, Perrine, avait soupiré maman. Julien est vraiment contrarié en ce moment. On peut faire le gâteau demain? Ne sois pas égoïste. J'avais 10 ans. J'ai appris alors, tes besoins sont secondaires à ses humeurs. Je me suis souvenu de la remise des diplômes du lycée. J'étais major de promotion. J'ai fait un discours. Julien avait abandonné l'université ce même mois pour se trouver. Lors de mon dîner de remise des diplômes, la conversation ne portait pas sur mes notes ou mon avenir. Il s'agissait du courageux voyage de Julien et de la façon dont il allait perturber l'industrie. J'étais assise là, dans ma toque et ma robe, mangeant mon poulet, hochant la tête. J'étais l'infrastructure. J'étais la route sur laquelle il conduisait. Les routes ne sont pas censées avoir des besoins. Les routes sont pavées. Les routes sont utilisées. Si une route développe une fissure, vous la réparez rapidement pour que la circulation ne s'arrête pas. Mais je n'étais pas qu'une route. J'étais une personne. J'ai regardé l'eau. Pourquoi ai-je accepté cela si longtemps? Parce que je pensais qu'être peu exigeante était une vertu. Je pensais que si je ne demandais rien, j'étais bonne. Je pensais que si je résolvais des problèmes, j'étais utile. J'ai confondu l'utilité avec l'amour. Je pensais que si je suis assez utile, ils ne peuvent pas me quitter. Mais ils ne m'ont pas quitté. Ils m'ont juste utilisé. J'ai réalisé quelque chose de terrifiant en étant assise sur ce banc. J'étais invisible parce que je m'étais rendu invisible. Je n'ai jamais fait de scandale. Je n'ai jamais dit non. Je n'ai jamais exigé une place à la table. J'ai accepté la place près de la porte de la cuisine bien avant que Clémence ne me la signe. J'étais assise près de la porte de la cuisine toute ma vie. Je me suis levé.
Le vent était froid sur mon visage. C'est fini, ai-je dit. Rompre le schéma est douloureux. Cela ressemble à une fracture. Quand vous brisez le verre, les gens se coupent. Ma mère a été coupée. Mon père a été coupé. Julien saignait aux Seychelles. Ils étaient blessés parce que le mur invisible sur lequel ils s'appuyaient avait soudainement disparu. Ils sont tombés parce que je me suis éloigné. Mais ce n'était pas ma faute. Vous ne devriez pas vous appuyer de tout votre poids sur une personne que vous refusez de voir. Je suis retourné à ma voiture. Je me sentais différente. Je me sentais solide. Je n'étais plus faite de verre. J'étais faite de chair et d'os, de colère et d'argent. J'ai conduit jusqu'au centre commercial. Je suis entré dans un magasin où je n'allais jamais habituellement. Un grand magasin haut de gamme. Je me suis dirigé vers le comptoir de maquillage. Puis-je vous aider, a demandé la femme. Oui, ai-je dit. Je veux un rouge à lèvres. Rouge vif. Êtes-vous sûr, a-t-elle demandé, regardant mes vêtements simples. Peut-être un ton neutre. Non, ai-je dit. Je veux le rouge. Celui qui dit, regardez-moi. Je l'ai acheté. Il coûtait 40 €. C'était ridicule. Je suis allé à la voiture et je l'ai mis dans le rétroviseur. Mes lèvres étaient rouges flamboyants. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu Perrine. Pas la sœur, pas la fille. Pas le portefeuille, juste moi. J'ai souri. Le rouge à lèvres faisait paraître mes dents blanches. Il rendait mes yeux brillants. J'ai vérifié mon téléphone. Toujours pas d'excuses, mais il y avait un email du support AWS. Objet, notification de résiliation finale. Corps, votre compte est en souffrance. Les services ont été suspendus. La suppression des données commencera dans 48 heures. J'ai regardé l'email. Suppression des données. Le code de l'application de Julien. Sa base de données client. Son empire. Tout était assis sur un serveur qui était sur le point d'être effacé parce qu'il ne pouvait pas payer une facture de 200 € sans mon aide. Je pouvais le sauver. Je pouvais me connecter, mettre ma carte de crédit et le sauver. Cela prendrait 2 minutes. J'ai regardé mes lèvres rouges dans le rétroviseur. Pas aujourd'hui, ai-je murmuré. J'ai démarré la voiture. Je n'étais plus l'enfant de verre. J'étais le mur de briques, et il venait de s'y écraser. Jeudi. Le silence s'est rompu, mais pas avec un SMS, avec une notification légale. J'étais au travail quand j'ai reçu un email d'un avocat que je ne connaissais pas, un maître Sterling représentant Horizon Tech et Julien Miller. C'était une lettre de mise en demeure. Elle affirmait que mes actions, la révocation du statut de caution et la suppression des méthodes de paiement, constituaient une rupture de l'obligation fiduciaire et une immixtion intentionnelle dans les relations commerciales. Il menaçait de me poursuivre en justice pour dommages et intérêts si je ne rétablissais pas l'accès immédiatement. J'ai lu la lettre dans mon bureau. Mes mains ont commencé à trembler, non pas de peur, mais de rage. Ils me poursuivaient en justice. Ils ont volé mon argent. Ils m'ont humilié. Et maintenant, ils me poursuivaient en justice. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé maman. Je n'ai pas appelé Julien. J'ai appelé Maître Dumas. Maître Dumas était un vieil ami de mon grand-père. C'était un avocat spécialisé en contrat. Il n'était pas cher, mais il était méchant. C'était lui qui avait examiné les documents de prêt originaux il y a 3 ans. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit alors. Perrine, c'est une mauvaise idée, mais si tu le fais, nous ajoutons une clause d'exigibilité immédiate. Cela signifie que si l'emprunteur fait défaut ou utilise mal les fonds, tu peux exiger le remboursement intégral de ta partie garantie immédiatement. Julien l'avait signé sans le lire. Il était trop occupé à choisir sa chaise de bureau. Maître Dumas, ai-je dit quand il a répondu, c'est Perrine Miller. Perrine, sa voix était rauque. Je me demandais quand tu appellerais. J'ai entendu parler du mariage par ma nièce. Elle a dit que tu étais parti. C'est vrai, ai-je dit. Et maintenant, il menace de me poursuivre en justice. Envoie-moi la lettre, a-t-il dit. Je l'ai transmise. Quelques minutes plus tard, il a rappelé. Il riait.
C'est une blague, Perrine. Ils n'ont aucune affaire. Vous êtes la caution, pas une employée. Vous avez le droit de retirer votre soutien à tout moment, surtout s'il y a des preuves de mauvaise gestion financière. Avons-nous des preuves? J'ai les relevés bancaires prouvant qu'il a remboursé le prêt bancaire il y a 6 mois, mais qu'il a continué à prendre des paiements de ma part, et j'ai les relevés de son utilisation du compte d'entreprise pour une lune de miel. Magnifique, a dit Dumas. C'est de la fraude, Perrine. Fraude criminelle. Nous pourrions le faire arrêter, mais je suppose que vous ne voulez pas envoyer votre frère en prison. J'ai fait une pause. Est-ce que je le voulais? Non, ce ne serait pas la justice. Ce serait une tragédie. Je ne le voulais pas dans une cellule. Je le voulais dans la réalité. Pas de prison, ai-je dit. Je veux juste m'en sortir. Je veux récupérer mon argent et je veux qu'il me laisse tranquille. Alors nous déclenchons l'option nucléaire, a dit Dumas. La clause d'exigibilité immédiate. Étant donné que vous avez effectivement agi comme un prêteur privé au cours des 6 derniers mois, et puisque votre crédit a garanti ses actifs, nous pouvons exiger le paiement de la dette. Nous exigeons le remboursement de la garantie de 50 000 € plus les fonds volés. Paiement immédiat. Et s'il ne peut pas payer, alors nous saisissons les actifs, la voiture, les ordinateurs, la propriété intellectuelle. Nous liquidons Horizontech. Faites-le, ai-je dit. Êtes-vous sûr, Perrine? Une fois que nous déposons cela, il n'y a pas de retour en arrière. C'est la guerre. J'ai regardé la tache de rouge à lèvres rouges sur ma tasse de café. Ils ont commencé la guerre, maître Dumas. Je ne fais que la terminer. Très bien. Je dépose la requête maintenant et j'envoie une réponse à maître Sterling. Elle sera sur leur bureau dans 1 heure. J'ai raccroché. Je suis resté assise et j'ai attendu. 1 heure s'est écoulée, puis 2, puis Internet a commencé à se casser. Je suis allé sur le site web d'Horizontech. Erreur 404. Site non trouvé. J'ai vérifié l'application sur mon téléphone. Erreur de connexion. Impossible d'atteindre le serveur. J'ai vérifié LinkedIn. J'ai vu des messages de 2 des employés de Julien. Bon, je suppose que je cherche du travail. Horizontech vient d'imploser. Serveur en panne, paie rejetée. Le PDG est aux Seychelles et ne répond pas. La vie de start-up est folle. C'était en train d'arriver. La structure s'effondrait. Sans mon crédit pour le soutenir, la banque avait coupé le courant. Sans la banque, les fournisseurs ont démissionné. Sans les fournisseurs, le produit a disparu. C'était incroyable à quel point tout était fragile. Il agissait comme s'il était un titan de l'industrie, mais il n'était qu'un enfant jouant avec une carte de crédit plafonnée et une sœur qu'il tenait pour acquise. Mon téléphone a commencé à vibrer. Ce n'était plus un SMS cette fois. C'était un déluge. Julien, qu'est-ce que tu as fait? Mon avocat vient de m'appeler. Il dit que tu exiges 145 000 €. Tu es folle? Julien, les investisseurs m'appellent. Ils ne peuvent pas accéder au tableau de bord. Perrine, rallume ça maintenant. Julien, je suis désolé. Ok, je suis désolé pour le siège. Je suis désolé pour l'argent. Rallume juste ça. J'ai regardé les messages défiler. Il était désolé. Il était désolé parce que les conséquences étaient arrivées. Il n'était pas désolé quand il m'a assise près de la porte de la cuisine. Il n'était pas désolé quand il a réservé les billets de première classe. Il n'était désolé que maintenant que la lame de la guillotine tombait. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé maître Dumas parler. Je suis rentré tôt à la maison. J'ai imprimé une feuille de calcul. C'était une liste de chaque euro que je leur avais donné sur 10 ans. Frais de scolarité, loyer, renflouement, les paiements de prêts fantômes, les dépenses de mariage sur la carte. Le total s'élevait à 145 320,45 €. C'était une maison. C'était un fonds de retraite. C'était une vie et c'était parti. Mais maintenant, j'avais un bout de papier qui disait que c'était une dette et j'allais la recouvrer. Je me suis assise dans mon salon et j'ai attendu. Je savais qu'ils allaient venir. Ils allaient écourter la lune de miel. Ils allaient revenir en avion.
Ils allaient venir ici pour me crier dessus en personne. J'ai regardé la porte. J'avais installé une lourde chaîne de sécurité il y a 2 jours. J'ai verrouillé le pen dormant. J'ai mis la chaîne en place. Je n'étais plus la gardienne de la paix. J'étais l'agence de recouvrement. C'est arrivé le vendredi soir. La pluie était revenue. Elle fouettait les fenêtres. Une violente tempête venteuse. J'ai entendu la voiture d'abord. Des pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Des portes de voiture claquant. Puis des pas lourds montant les escaliers en béton. Bang. 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 Des poings sur ma porte. Perrine, ouvre cette porte. C'était papa. Perrine, je sais que tu es là. Ouvre. C'était Julien. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. C'était ça. La confrontation physique. L'ancienne Perrine aurait ouvert la porte immédiatement. Elle aurait pleuré. Elle aurait supplié de pardonner. La nouvelle Perrine a pris une gorgée d'eau. Je me suis dirigé vers la porte. Je n'ai pas encore déverrouillé le pen dormant. Partez, ai-je dit. Ma voix était calme, mais assez forte pour être entendue à travers le bois. Ouvre la porte, Perrine, a crié Julien. Il semblait dérangé. Tu as tout gâché. Les investisseurs se sont retirés. L'entreprise est morte. Tu m'entends? Elle est morte. Je sais, ai-je dit. Je l'ai tuée. Il y a eu un silence choqué. Toi, la voix de Clémence. Elle était là aussi. On a dû rentrer en avion en classe éco. Tu sais à quel point c'était embarrassant? On a dû emprunter de l'argent à mon père pour quitter l'île. Bien, ai-je dit. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'avoir besoin d'un prêt. Perrine, ouvre cette porte tout de suite, a dit ma mère. Sa voix était la plus effrayante. C'était la voix de maman, celle qui commandait l'obéissance. On doit en parler comme une famille. Nous ne sommes pas une famille, ai-je dit. Nous sommes un arrangement commercial et le contrat est résilié. Ouvre la porte. Julien a claqué son épaule contre elle. Le bois a gémi. J'ai déverrouillé le pen dormant. J'ai ouvert la porte, mais la chaîne de sécurité a tenu bon. La porte s'est ouverte de seulement 10 centimètres. Je les ai vus à travers la fente. Ils avaient l'air terribles. Julien était mal rasé, portant des vêtements en lin froissé du complexe. Son visage était rouge et marbré. Les cheveux de Clémence étaient crépus. Son maquillage était étalé. Elle avait l'air mouillée et froide. Maman et papa avaient l'air vieux. Ils avaient l'air effrayés. Ils m'ont vu. Je portais un pull propre. Mes cheveux étaient brossés. J'avais le rouge à lèvres rouge. Je les ai regardés à travers l'espace. Perrine, a dit papa, s'avançant. Enlève la chaîne. Laisse-nous entrer. On peut arranger ça. Tu peux appeler l'avocat. Tu peux rétracter la demande. Non, ai-je dit. J'ai pris l'enveloppe sur la table à côté de la porte. Je l'ai glissée à travers la fente. Elle a frappé la poitrine de Julien. Il l'a saisie. Qu'est-ce que c'est? C'est la facture, ai-je dit. Il l'a ouverte. Il a regardé la feuille de calcul. 145 000 €, a-t-il ricané. Tu es folle. Je n'ai pas cet argent. Je sais que tu ne l'as pas, ai-je dit. Mais tu as des actifs. Tu as la Porsche. Tu as ton appartement en centre-ville. Tu as le matériel restant. Tu prends ma voiture? Julien m'a regardé avec une horreur sincère. Mais tu es ma sœur. Non, ai-je dit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas ta sœur en ce moment. Je suis ta prêteuse et tu es en défaut. Perrine, s'il te plaît. Maman sanglota. Elle a tendu la main à travers la fente, essayant de toucher mon bras. Ne fais pas ça. On t'aime. J'ai reculé, ses doigts ont agrippé l'air vide. Vous ne m'aimez pas, ai-je dit calmement. Vous aimez que je paie pour les choses. Vous aimez que je répare les choses. Vous aimez que je ne me plaigne pas,
mais vous ne m'aimez pas. Si vous m'aimiez, vous ne m'auriez pas assise près de la porte de la cuisine. Si vous m'aimiez, vous ne m'auriez pas volé 5000 € en volant en première classe. C'était une erreur, a crié Julien. J'allais te rembourser quand l'entreprise deviendrait grande. L'entreprise n'allait jamais devenir grande, Julien, ai-je dit. Parce que tu dépensais les bénéfices en fleurs et en vacances avant même de les gagner. Tu n'es pas un PDG. Tu es un enfant jouant à se déguiser avec mon argent. Il avait l'air de vouloir donner un coup de poing dans la porte. Vous avez 30 jours pour répondre à l'avocat, ai-je dit. Si vous ne payez pas, nous déposons une demande de saisie d'actifs. Maître Dumas est très enthousiaste à ce sujet. Je ne te parlerai plus jamais, a hurlé Clémence. Tu es exclu de nos vies. Clémence, ai-je dit, regardant ses yeux froids. J'ai quitté votre mariage. Je me suis auto-exclu. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Rentrez chez vous, ai-je dit. Gérez votre propre argent. Débrouillez-vous. Je suis à la retraite. Perrine, a crié papa. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pen dormant. Clic. Je les ai entendus crier pendant une autre minute. Puis je les ai entendus se disputer entre eux. Je t'ai dit de la rappeler. Tais-toi, Julien. C'est ta faute. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté, papa? Puis des pas descendant les escaliers. Des portes de voiture claquant, des pneus sur le trottoir, puis le silence. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Mon cœur battait la chamade, mais il ne me faisait pas mal. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. J'étais épuisé, mais j'avais fini. Je me suis glissé par terre et je me suis assise là. J'ai regardé l'appartement vide. C'était fini. La double vie était terminée. Les mensonges étaient terminés. J'étais seul. Mais pour la première fois, je n'étais pas solitaire. J'étais libre. Samedi matin, exactement une semaine après le mariage. Le soleil brillait. C'était une rare et belle journée à Lyon. La tempête avait tout nettoyé. J'ai passé la matinée à nettoyer. J'ai nettoyé mon appartement. J'ai frotté les sols. J'ai lavé les fenêtres. Puis j'ai nettoyé ma vie numérique. Je me suis assise à mon ordinateur. J'ai supprimé le dossier Horizontech. J'ai supprimé la feuille de calcul du budget de mariage. J'ai supprimé le suivi des prêts familiaux. J'ai ouvert les contacts de mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'à maman. Bloquer le contact. J'ai fait défiler jusqu'à papa. Bloquer le contact. J'ai fait défiler jusqu'à Julien. Bloquer le contact. J'ai fait défiler jusqu'à Clémence. Bloquer le contact. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait par nécessité. J'avais besoin d'une quarantaine. J'avais besoin de temps pour guérir sans leur voix dans ma tête. Peut-être qu'un jour, dans des années, je les débloquerai. Peut-être, mais pas aujourd'hui. J'ai fait une tasse de café et je me suis assise sur mon petit balcon. J'ai regardé les gens marcher dans la rue en bas, des couples se tenant la main, des gens promenant des chiens. J'ai pensé au paradoxe du gardien de la paix. J'avais passé toute ma vie à essayer de maintenir la paix. Mais les gardiens de la paix ne sont pas paisibles. Pour maintenir la paix, vous devez absorber la guerre. Vous devez encaisser les coups pour que les autres n'aient pas à le faire. Vous devez ravaler votre colère pour que les autres restent calmes. Le gardien de la paix est la personne la plus déchirée par la guerre dans la pièce. En m'éloignant, en provoquant un conflit, j'avais enfin trouvé la vraie paix. C'était calme. J'avais 145 000 € de moins que ce que j'aurais dû avoir. Je pourrais ne jamais récupérer cet argent. Julien pourrait déclarer faillite. Je pourrais ne rien obtenir, mais j'avais mon salaire. J'avais mon score de crédit. J'avais mon avenir. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait la pluie et les aiguilles de pin. J'ai réalisé que ma valeur n'était pas dans mon portefeuille. Ma valeur était dans mes limites. J'ai pensé à vous, la personne qui lisait ceci. Peut-être que vous êtes la Perrine de votre famille. Peut-être que vous êtes celle qui arrange tout. Peut-être que vous êtes celle qui paie les factures ou aplanit les disputes ou écoute les plaintes.
Peut-être que vous êtes assise près de la porte de la cuisine en ce moment, espérant que si vous êtes juste assez bonne, ils vous inviteront à la table principale. J'ai besoin que vous m'entendiez. Ils ne le feront pas. Ils vous aiment près de la porte. Cela les fait se sentir importants. N'attendez pas qu'ils vous voient. N'attendez pas qu'ils vous remboursent. Ils ne peuvent pas vous rembourser parce qu'ils ne pensent pas qu'ils vous doivent quoi que ce soit. Ils pensent qu'ils vous possèdent. Levez-vous, prenez votre enveloppe, sortez par la porte. Ce sera effrayant. Il pleuvra. Ils vous traiteront d'égoïste. Ils vous traiteront de folle. Mais continuez à marcher. Parce que le moment où vous arrêtez de payer pour votre place à la table est le moment où vous réalisez que vous pouvez construire votre propre table. J'ai fini mon café. J'ai posé la tasse. Je me suis levé et j'ai regardé la ville. Mon nom est Perrine. J'ai 29 ans. J'ai une Renault Clio cabossée. J'ai un petit appartement et pour la première fois de ma vie, je me suis moi-même et cela vaut tout.